Keats writes about what he imagines. I write about what I live. And most rock and roll people write about their lives in some way, and Kate Bush is more like Keats in that she writes about what she imagines. My favourite album by her is The Dreaming, and I think she produced that one herself. That got a lot of criticism, but I loved it. It was overloaded with textures and tones and all manner of things. It's a record that I still can play to this day and still hear new things. I mean, obviously it's not number one on the dance floor, but then all music shouldn't be. Well, seemingly it's you holding onto some bloke's ears with something in your mouth. It looks like a... Is it a key? Yeah. It's a key! Uh-huh. Well, if you listen to the album, and especially to the song Houdini, then you'll know all about it. Well, it's with the kiss I'd pass the key. Do you know who the man is that she's kissing? It's me, yeah. You can only see my right ear. But then again, who wants to see me? Kate has spent the last 14 months holed up in various studios recording her new LP, The Dreaming, and the resultant noises include helicopter rotor blades, didgeridoos and a chorus of fake sheep. But on that track, you employed, I think, Percy Edwards to supply the kind of synthesised jungle backing. Yes. Well, I knew that in the choruses we wanted to create a feeling of the landscape, and obviously there are a lot of Australian animals, and the sounds are very reminiscent of the environment. And of course Percy could come along and give us a selection of at least 10 different Australian animals. I'm not sure which song is the one where she's like donkey braying. There's one where she's like... When I first heard it, I almost had to bend my ears round to be able to understand the sounds that were coming at me. And I found it really, again, I was like 11 or 12, so I found some of it really scary. I must admit, just when I think I'm clear. The direction I'm going in with my art is the way I want to go, because for me it's a little bit deeper, it's got more meaning, it's not so poppy, I suppose. But of course, maybe that won't be so widely accepted, especially in the singles chart. We got the job sized, the shop shop for business. The lookout has parked the car that kept the engine running. 3 beeps means trouble's coming. She came out with this record that people were just like, what, you know, they couldn't grasp it. Comme on dit chez nous, l'album là, ce n'est pas petit boucan. Pas de petit boucan du tout, parce que quand tu écoutes Dreaming de Kate Bush, vous avouez, c'est l'album de sa discographie. Bon, sa discographie, elle est ce qu'elle a. C'est pas une discographie de merde. Je suis pas un mauvais album. Hein. Maintenant, le mauvais album de Kate Bush, c'est album extraordinaire pour un artiste lambda ou la discographie, voilà quoi. Il y a à boire à manger, hein, ces trucs. Mais moi personnellement, par rapport un peu à la grande majorité, je pense que je suis pas le seul avec ça. La grande majorité des gens qui parlent de Kate Bush et tout, on parle toujours de l'album Under Love, un peu comme son meilleur album, mais personnellement c'est l'album Dreaming qui moi j'ai le plus kiffé. Beaucoup plus que Under Love est génial, hein, donc ne le croyez pas, mais Dreaming, il y avait déjà les prémices de ce qu'elle va expérimenter après quelques années
On the Love et Dreaming. C'est son premier album qu'elle a produit entièrement solo. Entièrement solo, sans l'aide. Par exemple, John Kelly, je pense que John Kelly avait travaillé Never Forever avec elle. Sans l'aide aussi de Del Palmer, qui était un peu son ingénieur son aussi à une certaine époque. Elle a presque travaillé seule. Et c'est un album un peu qui à l'époque n'a pas été très bien accueilli par les critiques par rapport au virage un peu 180 degrés qu'elle a fait avec cet album là. C'est un album où elle a utilisé beaucoup d'expérimentation par rapport où elle a vraiment introduit même les éléments de la musique électronique, les sons, comment on appelle ça, sa session de travail qu'elle avait eu avec Peter Gabriel. Je sais pas si c'était Peter Gabriel 3 ou 4, je sais pas. Je pense que c'est Peter Gabriel 3, ouais. Là où il y a l'affiche là. Elle avait travaillé là dans cet album. Le fait d'avoir travaillé dans cet album là, et surtout comme vous le voyez un peu sur les images là, l'utilisation de ce que je vous avais parlé là, le Fairlight CMI là de l'époque, qui permettait des utilisations qui permettait un grand travail sur le son et un travail aussi sur la manipulation des voix et des sons et tout. C'est ça l'a fasciné beaucoup par rapport à ces sessions de travail avec Peter Gabriel, et elle a décidé d'utiliser aussi cet instrument là, et franchement ça a détonné par rapport à sa carrière, parce que quand vous écoutez de Lionheart, vous écoutez Kick Inside et vous écoutez Never Forever, il y a dans ces albums là beaucoup une approche un peu je sais pas dire, on dit auteur ou autrice, je sais plus comment on dit, très comment dire le mot, très simple un peu par rapport, parce que c'est piano, voix, orchestration. Là, non, là, c'était l'expérimentation. La Kate Bush qu'on a commencé à aimer dans les expérimentations, c'est à partir de Dreaming. Elle a énormément expérimenté ici. Et je pense même que c'est l'album que les artistes fans de Kate Bush ont le plus étudié. Quand je vois un peu vous avez vu un peu le début du documentaire, j'aurais pu vous mettre aussi la partie où Tricky parlait, mais j'ai pas voulu mettre trop de choses de ce documentaire qui est sorti je sais pas si c'était sorti en 2018, je sais pas, c'est 2021, je sais plus, c'était sur la BBC à l'époque. Il y avait beaucoup d'expérimentation, tous les artistes qui ont aimé Kate Bush à fond. À partir de cet album-là où il y a eu les expérimentations, que ce soit la fille de Bad for Life qui parlait là, que ce soit Big Boy qui en parle, je pense même que c'est l'album préféré de Björk. C'est son album de Kate Bush préféré, Björk, je pense. Je pense que c'est son album préféré. J'ai lu aussi ça. Big Boy de Outkast aussi pense que c'est son meilleur album aussi. Donc je pense que je ne suis pas trop le seul à avoir cette vision autour d'elle, autour de ce truc-là, et surtout comment on appelle ça, le tour de force qu'elle a fait d'écrire ça seule, de le composer seule. Bon, elle n'était pas toute seule, mais c'est vraiment ses compositions de base à la base. C'était la première fois qu'elle travaillait seule. Qu'est-ce qui m'a aussi parmi les influences qu'elle a eues, je vous ai parlé justement de son travail avec Peter Gabriel, mais aussi quand on écoute par exemple Saturn Lab dans des interviews, on se rend compte qu'elle était influencée par aussi la musique afro-américaine, notamment Stevie Wonder. Elle était très influencée par la structure un peu du piano de Stevie Wonder, et Saturn Lab était écrit un peu en pensant comme si c'était un peu un truc de Stevie Wonder, comme vous pouvez le voir là. Plein de choses. Pull Up the Pin qui parle beaucoup du Vietnam, sa fascination pour Houdini, le magicien, Get Out of My House qui est le son que vous entendez, enfin qui est mon son préféré de l'album là, c'est le plus expérimental, le plus truc et autres et tout. Je pense que c'est sur quand tu te dis que c'est sorti en 82, c'est presque 32 ans ce truc. Tu dis mais attends, mais c'est les trucs que je vois, les Émilie Simon, les Björk, tous les Florence et les Machines font maintenant là. C'est tout ça là. Saint-Vincent, tous ces gens là, c'est ce que j'entends là maintenant là, sur le Get Out of My House et tout. Et voilà, c'est aussi un truc que j'ai envie de parler. Pas forcément dans l'album, mais
Pull Out the Pin, qui est une chanson sur le Vietnam, ça c'est quelque chose que je retrouve beaucoup dans la carrière de Kate Bush. Kate Bush a énormément fait de sons qui renvoient à son questionnement sur la guerre. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu, ça, que ça soit dans son album Breeding, où il y avait le son comment il s'appelle, son album Never Forever, où il y avait le son Breeding. Breeding parle d'un monde post-apocalyptique où une femme attend un enfant et elle a peur un peu de ce que cet enfant va vivre dans ce monde apocalyptique qui a été marqué par la guerre et les résultats de la guerre, dans un monde un peu imaginaire, un peu, que là c'est un truc inventé. Et aussi Army Dreamers, qui parle d'une maman qui pleure son fils qui est mort à la guerre du Vietnam, et tout, et c'est ça. Et c'est ça qui est un peu génial aussi. Je dis pas qu'elle était une artiste complètement engagée, mais il y avait beaucoup, souvent dans sa discographie, des sons qui reviennent, quand je réétudie encore là, en ces temps-ci là, qui renvoient toujours à une certaine forme de critique sur la guerre, les trucs comme ça, contrairement à ce qu'on peut penser un peu par rapport à son image un peu on a l'impression que c'est une fille qui est un peu hors sol, un peu quelque chose comme ça, une femme un peu hors sol ou autre et tout là, mais il y a beaucoup de trucs un peu sur la guerre. Un autre truc aussi fait aussi un peu dans la discographie de Kate Bush aussi et tout, et même dans cet album là, c'est que Kate Bush, contrairement aux autres artistes en général, elle écrit sur elle ne s'inspire pas de la réalité, mais elle écrit, elle imagine une réalité à elle. Ça c'est très rare ça. D'abord, d'habitude, les artistes savent écrire sur eux-mêmes. Truc, ego, narcissisme, tout ce que vous voulez, mais les artistes écrivent sur eux-mêmes. Kate Bush, c'est différent. Elle écrit sur les choses qu'elle imagine. C'est pour ça que parfois, il y a une dissonance cognitive avec un certain public qui n'arrive pas forcément à s'identifier à elle, parce qu'elle n'écrit pas... Elle n'écrit pas sur la perspective d'une réalité qui existe, elle écrit sur la perspective d'une réalité qu'elle s'est créée dans la tête et qu'elle imagine et qu'elle essaye de nous présenter en fait. Et ça, c'est très rare les artistes qui sont capables de faire ça. Très rare. C'est un peu le même truc que Björk a. Björk a aussi ce délire là, aussi de créer un monde à elle. Un monde qu'elle s'est créé, un monde qu'elle est truc et qui nous a amené. André 3000 aussi à ce côté-là. André 3000 aussi à ce même côté-là. Je pense avec Kate Bush, Björk, André 3000, il y en a plein que je peux citer comme ça, mais André 3000 aussi à ce côté-là. De créer une réalité à eux, qu'ils ont imaginé, et de nous les montrer un peu, de nous les présenter un peu. Et je pense que c'est la capacité, la particularité un peu des artistes qui sont des introvertis. Je pense, c'est la capacité des artistes introvertis qui ont ce genre de trucs. Les artistes introvertis très brillants, là, j'ai remarqué ça, ils ont ce côté-là. Présenter une réalité imaginaire un peu et nous la mettre devant notre face un peu pour nous amener dans leur monde un peu de ce qu'ils voient un peu autour d'eux et tout. Et ça, c'est complètement génial. Et c'est ça qui me plaît beaucoup aussi dans l'album de Dreaming, comme vous pouvez l'avoir, Dreaming qui renvoie au rêve en fait. Donc l'album qui symbolise parfaitement ce que je vous dis là, c'est cet album-ci. C'est pour ça même d'où le titre Dreaming, qui nous amène un peu à ce truc imaginaire un peu qu'elle fait et tout. Et moi, c'est tout cet album-là que je vous conseille fortement dans la discographie de Kate Bush. La discographie de Kate Bush est extraordinaire, la discographie de Kate Bush est géniale. S'il y a un album dont il faut véritablement étudier, c'est celui-là. Donc, surtout dans les orchestrations, surtout dans les expérimentations. Les thèmes un peu, ça peut un peu échapper un peu aux gens parce que, comme je dis, elle parle pas sur sa vie, elle parle sur le monde imaginaire dont c'est créé. C'est quelque chose que moi j'adore énormément sur cette femme-là. Je pense que c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce truc-là. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.